Welcome everyone. This is the International Peace Coalition. Bienvenue à tous, c'est la Coalition internationale pour la paix. C'est notre 73e réunion consécutive. Je suis Anastasia Battle. Je serai votre co-modératrice avec Denis Speed et Denis Small. Nous avons créé ce forum il y a 73 semaines afin d'unir le mouvement international pour la paix au-delà des idéologies de chacun et à travers de nombreuses couches et travaux différents afin d'arrêter le danger de guerre thermonucléaire qui se profile, que nous voyons actuellement et qui, comme nous le voyons en ce moment, se déroule sur deux fronts, à la fois en Ukraine et en Israël. Nous devons absolument intensifier ce que nous faisons actuellement afin d'arrêter ce danger de guerre et il faut que nous nous mobilisions pour créer un nouveau système sur la planète où cela ne sera plus jamais une option, ce danger de guerre thermonucléaire. Merci à tous de nous avoir rejoints. Si vous êtes nouveau et sur Zoom, que vous suivez sur Zoom, n'hésitez pas à vous présenter pendant la période de discussion. Nous aurons des premières présentations des premiers intervenants qui vont tout d'abord parler pendant 1 heure approximativement. Et puis ensuite, une discussion générale sera ouverte, donc vous pourrez à ce moment-là lever la main et parler. Vous pourrez parler en français, ça sera traduit en direct en anglais. Donc Anastasia Battle dit c'est maintenant Helga Zepp-Larouche qui va parler, qui nous allons commencer. Elle est la fondatrice de l'Institut Schiller et l'initiatrice de la Coalition internationale pour la paix. Merci Anastasia et bonjour à vous tous. Peu avant le début de cette émission, de ce programme, de cette rencontre, j'ai reçu une information que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Alors prenez-la avec des pincettes, mais le rapport dit qu'une énorme flotte d'avions de ravitaillement KC-135R de l'armée de l'air américaine et un grand nombre d'avions de chasse F-16 ont été transférés dans diverses bases aériennes américaines au Moyen-Orient. Si cela s'avérait exact, il s'agirait naturellement d'un signe inquiétant. Et étant donné que la réunion des BRICS à Kazan vient d'avoir lieu, on peut la qualifier de véritablement historique dans la mesure où elle va de l'avant dans la création d'un nouveau système économique mondial. Et cette rencontre donc vient de s'achever. À Kazan, voilà, elle a eu lieu à Kazan. Et avant, il y avait 9 membres des BRICS. À l'origine, il y en avait 4, puis 5, puis 9. 13 nouveaux pays ont adhéré, portant le nombre de pays à 22. Cela représente 4,7 milliards de personnes, soit 57% de la population mondiale. Donc déjà, avec cette proportion de la population mondiale, cela représente la majorité mondiale. Et Xi Jinping a déclaré dans son discours d'ouverture qu'il espérait que les BRICS ramèneraient le monde sur la voie de la paix et du développement. Il a ensuite posé la question de savoir si nous devrions laisser le monde sombrer dans l'abîme du désordre et du chaos. Naturellement, en cas d'escalade de la guerre au Moyen-Orient, c'est cette option qui serait retenue. Ou bien, a dit Xi Jinping, devrions-nous revenir sur la voie de la paix et du développement. Il a ensuite appelé les gens à défendre la sécurité commune. Et il a dit que nous, les humains, sommes une communauté indivisible de sécurité. Ainsi, Xi Jinping, Poutine et d'autres ont formulé de nombreuses remarques qui font écho à ce dont nous discutons ici à la Coalition internationale pour la paix depuis plus d'1 an, à savoir la nécessité absolument urgente de créer une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement qui doit prendre en compte les intérêts de chaque pays afin d'éloigner
le monde de l'abîme des guerres menaçantes qui pourraient devenir régionales, voire mondiales, puis une guerre nucléaire. Il n'est donc malheureusement pas inconcevable qu'une escalade au Moyen-Orient soit une réaction à cela, car c'est maintenant la question clé du monde entier. Est-ce que l'Occident, les États-Unis et les nations européennes réagiront au désir absolument légitime des pays du Sud de former un ordre économique mondial plus juste et plus équitable, qui leur permettra de surmonter la pauvreté et le sous-développement? L'Occident réagira-t-il à cela par la confrontation, en essayant de le démanteler, en s'attaquant aux membres individuels, aux différents membres des BRICS, comme nous l'avons vu récemment? Ou bien, est-ce que la raison dominera pour dire qu'il n'y a qu'une seule voie vers la paix et que nous devons trouver un moyen de coopérer? Je pense que c'est la question la plus brûlante au monde, et nous devons nous assurer que les gens le comprennent. Parce que les grands médias, les médias mainstream, du moins ici en Allemagne, ils ont été ridicules. Nous allons entendre plus tard, par la suite, un des intervenants, l'un de nos correspondants qui était à Kazan sur le terrain. L'ambiance était à l'enthousiasme. C'était l'enthousiasme là-bas. Alors, l'enthousiasme, l'optimisme, alors que les médias occidentaux ont parlé de cette rencontre à Kazan comme s'il s'agissait uniquement d'une opération de relations publiques organisée par Poutine pour prouver qu'il n'est pas isolé. Alors qu'il n'en est rien. C'est la réaction la plus ridicule que je n'ai jamais vue. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir si l'Occident réagira positivement ou non à ce nouveau développement. Tous les problèmes du monde pourraient être gérés, être réglés facilement si l'Occident collectif disait maintenant que c'est le désir légitime des pays collectifs du Sud. Ils veulent surmonter le colonialisme et établir un système économique mondial qui leur permette de se développer. C'est pourquoi nous les soutenons. Si cela se produit, si les pays occidentaux réagissent ainsi, en disant que c'est une volonté légitime, nous pourrons vraiment entrer dans une nouvelle ère de l'humanité. Mais si la réaction de l'Occident est de dire non, nous allons essayer d'écraser cette nouvelle formation, alors nous sommes sur une courte route vers le désastre. Malheureusement, je n'exclus pas que si les informations que j'ai dites au début s'avèrent vraies, alors la route vers le désastre pourrait être très courte. Il convient également de noter que l'ancien directeur adjoint du Conseil national de sécurité israélien, un certain Eran Etzion, vient de publier un article dans la presse israélienne dans lequel il affirme que le cabinet de M. Netanyahou a récemment voté en secret le plan des îles, le plan de l'île, qui consiste à dire que la partie nord de Gaza et les quelques 3 à 400 000 personnes qui s'y trouvaient doivent partir. Et tous ceux qui ne partiront pas seront tués ou mourront de faim. Puis cette zone sera annexée et peuplée de colons israéliens. À ma connaissance, c'est la critique la plus acerbe d'un ancien fonctionnaire israélien qui a été publiée jusqu'à présent. Il a qualifié ce plan de crime de guerre et a demandé aux officiers de ne pas répondre à l'ordre de participer à ce plan. Il a dit que c'est le devoir moral des officiers de refuser à cela, et il a dit que les civils devraient appeler les officiers en leur disant qu'ils ne devraient pas participer à cela. Scott Ritter a publié ces derniers jours un avertissement dans lequel il brosse un tableau très sombre de ce qu'il s'attend à voir se produire. Et selon lui, Israël prépare ce qu'il appelle un ensemble d'attaques de drones et de missiles.
avant d'attaquer les défenses aériennes syriennes et irakiennes et de tenter une frappe de décapitation contre les dirigeants militaires et civils de l'Iran. Et ensuite, il y aurait alors une réponse de l'Iran qui utiliserait tout ce qu'il a, et Israël répondrait par une attaque nucléaire contre les installations nucléaires de l'Iran. C'est ce que pense Scott Ritter. Je ne fais que le rapporter, mais je pense que nous sommes dans une situation extrêmement tendue. Et malheureusement, la situation autour de l'Ukraine et l'ensemble du scénario en Europe ne semble pas s'améliorer. Ne semble pas bien meilleur que celle au Moyen-Orient et ne semble pas s'améliorer. Les États-Unis et le chancelier Scholz refusent toujours d'autoriser les Ukrainiens à utiliser les missiles à longue portée qu'ils ont reçus de l'Occident pour effectuer des frappes en profondeur sur la Russie. Cette situation perdure, mais sur tous les autres fronts, on assiste à une escalade progressive. La dernière en date est l'existence de plusieurs quartiers généraux en Allemagne qui préparent une guerre à venir entre l'OTAN et la Russie. L'un d'eux est naturellement la base aérienne de Ramstein, qui fournit toutes sortes d'équipements militaires, y compris des missiles de croisière. Il y a ensuite le quartier général de Wiesbaden-Herbenheim, qui regroupe l'ensemble du commandement de l'OTAN en Ukraine. Enfin, il y a un nouveau quartier général à Rostock, au bord de la mer Baltique, qui est censé être le quartier général des opérations en mer Baltique. Et cela, c'est un véritable scandale, car le ministère allemand de la Défense avait annoncé que ce quartier général serait entièrement sous le commandement allemand, sous le commandement de la Bundeswehr. Mais malheureusement, au même moment, et manifestement sans coordination, le quartier général de l'OTAN, à Bruxelles, donc, a publié un communiqué de presse dans lequel il déclarait que le commandement allemand n'était que temporaire et qu'il serait remplacé par d'autres nationalités, des Suédois, d'autres pays, révélant ainsi naturellement le caractère de l'OTAN, le caractère OTAN de ce quartier général. Il s'agit d'une violation du traité 2+4 qui a officiellement accordé la souveraineté à l'Allemagne en 1990, après la réunification allemande. Mais ce traité contient une clause qui stipule qu'aucune troupe étrangère ne doit être stationnée sur le territoire de l'ancienne RDA. Il s'agit très clairement d'une violation de cette disposition, et cela révèle une fois de plus les mensonges qui ont cours en permanence. Cela ne fait qu'accroître la méfiance à l'égard de toute parole émanant du côté occidental. Naturellement, cela a provoqué une réaction assez vive de la part de la Russie qui a déclaré que cela aurait de graves conséquences. Donc, je pense que nous sommes dans une situation très très dangereuse, mais d'un côté, il y a de vraies raisons d'être optimiste. Je pense que ce développement, ce qui se passe à Kazan, bien qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout, évidemment, parce que c'est très délicat et compliqué, cela n'a pas abouti à une nouvelle monnaie de réserve mondiale, ou même à une monnaie de réserve liée aux BRICS, mais beaucoup d'autres déclarations ont été faites. La nouvelle banque de développement devrait fournir de nombreux crédits d'investissement. Elle créera une nouvelle plateforme, ils vont créer une nouvelle plateforme d'investissement des BRICS qui devrait investir massivement dans des projets d'infrastructure et de développement. La plateforme céréalière sera créée. Beaucoup de choses très importantes se sont donc produites. Il y a encore une très longue liste de pays qui ont exprimé leur intention et qui espèrent être accueillis très bientôt au sein des BRICS. Il s'agit
donc d'une évolution très positive. Si l'Occident ne se trompait pas autant, nous serions heureux. Les États-Unis sont un creuset, un melting pot. C'est ainsi que les gens les ont toujours appelés. Des gens du monde entier ont immigré aux États-Unis pour avoir une vie meilleure. Si les États-Unis disaient maintenant, nous allons aider ces pays dont nous avons beaucoup d'Américains à double nationalité. Il y a des Américano-Libanais, des Américano-Palestiniens, des Américano-Nigérians, des Américano-Afghans, etc. Si les États-Unis disaient nous aiderons avec les BRICS, nous coopérerons avec les BRICS et nous aiderons ces pays à s'industrialiser afin que les migrants restent chez eux, puissent rester chez eux et qu'ils aident à construire leurs propres économies, ce serait la seule façon humaine de résoudre la crise des réfugiés. Ce serait la seule façon humaine de résoudre cette crise. Cela résoudrait tous ces conflits, cela résoudrait chaque conflit immédiatement. Nous entrerions vraiment dans une ère de paix. Nous entrerions dans cette ère de paix. Je pense donc que la coalition internationale pour la paix doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette option soit mise sur la table et que tout le monde sache que c'est vraiment la solution pour sortir de ce danger de guerre. Je veux m'arrêter ici et vous redonner la parole, Anastasia. Oui, le rapport de Jason est vraiment inspirant. Merci Elga pour cette ouverture. Et donc ce que vous avez décrit, oui, au début est vraiment terrifiant. Merci donc pour cette introduction. Nous allons maintenant passer à la vidéo de Jason. Jason Ross, qui fait partie de l'Executive Intelligence Review, le magazine. Il était sur le terrain au sommet des BRICS. Il a pu avoir des interviews de différentes personnes. C'était très inspirant d'être là en personne, d'avoir des dialogues avec les gens là-bas. Il va être avec nous pendant la période de discussion pour en parler plus, mais nous allons tout d'abord vous montrer le petit rapport qu'il a fait pour nous. Le voici. Voici la vidéo. Bonjour depuis Kazan. Nous sommes le 3e jour du sommet des BRICS. Hier, il y a eu un événement majeur avec la rencontre des BRICS qui a eu lieu. Ensuite, il y a eu beaucoup de documents qui ont été faits, beaucoup d'écrits qui représentent des accords entre les pays des BRICS. Et aussi, hier, j'ai eu des nouvelles de l'EIR. Je suis participé à une conférence de presse avec des conseillers de haut niveau, avec du président de la présidence américaine, pour aller dans ce que je pense être la chose la plus importante qui a lieu dans le sommet des BRICS, c'est les développements qui ont eu lieu entre la Chine, entre les relations et l'Inde, les relations entre ceux des pays ont été difficiles depuis de nombreuses années. C'est entre la frontière entre la Chine et l'Inde. Par exemple, au sommet des BRICS, l'année dernière en Afrique du Sud, le président Xi Jinping et le premier ministre Modi s'étaient rencontrés, mais il n'avait pas eu de meeting bilatéral. La veille de leur arrivée à Kazan, les deux pays ont annoncé qu'ils avaient atteint des accords pour un désengagement sur la ligne de front. C'est une grande étape pour la paix et un potentiel pour arrêter le conflit militaire entre ces deux pays. C'est excellent parce qu'on risquerait sinon avoir un conflit direct entre ces deux pays. Il n'y avait plus de journalistes d'échange entre les deux pays, mais aujourd'hui, donc, il y a eu cette rencontre depuis longtemps, des accords qui n'avaient pas eu lieu depuis longtemps. Et nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont discuté exactement, mais en tout cas, selon leur déclaration à la presse, ils ont parlé du fait qu'ils avaient ces bonnes relations. Ça, c'est extrêmement important. Je vais dire ce que Modi a tweeté. Les relations indo-chinoises sont importants pour les gens, pour le peuple de notre pays et pour la paix régionale et globale et pour la stabilité. Nous avons une confiance mutuelle, un respect mutuel. Cela va guider les relations bilatérales. Donc cela, c'est magnifique.
Et maintenant, je vais vous dire quelques questions que le hier a pu poser à Monsieur Poubiakov, qui est un conseiller de haut niveau du président Poutine, qui a fait une conférence de presse hier, une conférence où il a parlé parmi beaucoup de choses. Nous avons pu lui demander, notamment à propos de la relation entre les BRICS, le Sud global et l'Occident. La question, c'était alors que les BRICS ne sont pas anti-Occident, l'Occident est anti-BRICS. Et cela cause un danger de conflit, que ce soit en Ukraine, avec ce qui se passe en Israël, une possibilité de frappe d'Israël contre l'Iran. Et donc la question, c'est qu'est-ce que le Sud global peut faire pour aider à changer les BRICS? Ce conseiller a dit, nous espérons que les élites anglo-américaines vont répondre positivement. Mais il a dit, nous avons en tout cas une doctrine de dissuasion nucléaire. La question, c'est est-ce que la Russie ne va pas accepter de défaite? Est-ce que le monde tombera avec la Russie si elle est attaquée? Nous avons un danger spécifique face au danger d'Israël, de danger qu'il frappe l'Iran et de qu'est-ce qu'il en serait les conséquences. Il pourrait y avoir une confrontation nucléaire. Le conseiller présidentiel a dit qu'il espère que les Juifs, en tout cas, sont des gens de sang qui ont du bon sens et que les Russes n'approuvent pas ce qui a lieu. Et il, nous pensons que la moitié des Israéliens, au moins, n'acceptent pas les actions du gouvernement israélien. La question, c'est qu'est-ce que le peuple d'Israël va faire? Est-ce qu'il va Est-ce qu'ils vont demander à de retrouver leur souveraineté? Il a aussi dit qu'il pense que les États-Unis se demandent est-ce qu'ils font la bonne chose et qu'il y a plus d'opposition à cette politique maintenant à l'intérieur des États-Unis. Il a dit peut-être qu'après avoir entendu des discours pendant les meetings des BRICS, ils vont retrouver leur raison. Nous l'espérons, nous devons l'espérer. Donc maintenant, nous allons aller dans ce qui s'est passé hier dans le meeting officiel des BRICS hier. Il y a, euh, il y a, il y a de nombreux points. L'un des points principaux, c'est la multipolarité. Ils ont dit qu'ils ont une détermination à développer une, un système démocratique et multilatéral, un système multilatéral démocratique. Bon, ils appellent à des réformes, à des changements au Conseil de sécurité de l'ONU, à la Banque mondiale de développement, au FMI, à la Banque internationale de développement, la Banque mondiale. Et l'une des choses spécifiques qui est arrivée, c'est le danger des sanctions unilatérales et le risque que cela pose au commerce international. Ils ont dit, nous reconnaissons le rôle crucial des BRICS dans le processus d'améliorer le système monétaire et financier international pour créer quelque chose qui soit plus en accord avec les besoins de tous les pays. Donc, les mesures unilatérales, telles que les sanctions, doivent arrêter. Ça atteint les droits humains, ces sanctions unilatérales, y compris le droit au développement. Les nations des BRICS ont fait une déclaration contre les violences dans la bande de Gaza euh, 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 et au Liban. Ils ont dit que cela est un résultat de l'offensive militaire israélienne qui a mené à une tuerie massive de civils et qui crée des destructions massives d'infrastructures civiles. Ils ont parlé des attaques il y a un mois sur les portables du Hezbollah, cela étant une violation de la loi internationale. Ils appellent aussi cela montre le problème de la chaîne d'approvisionnement dans le monde. Sur l'Afghanistan, les pays des BRICS ont appelé à mener toujours de l'assistance humanitaire, qu'il ne fallait pas arrêter l'aide humanitaire. Ils ont aussi appelé les autorités là-bas à arrêter de bannir le droit des filles à accéder à l'éducation, au niveau d'éducation les plus élevés. Et aujourd'hui, il y a, il y a eu des déclarations. Dilma Rousseff, qui était une participante majeure, Heu
Et aussi, il y avait eu une rencontre à Fortaleza au Brésil. La première rencontre des BRICS, c'est celle qui avait lancé le dynamique des BRICS au départ des BRICS. Et elle a dit: «Nous reconnaissons le rôle crucial des BRICS dans le processus d'améliorer le système monétaire et financier international», avec l'idée de le créer, faire en sorte qu'il soit plus en adéquation avec les besoins de la population mondiale. Et il faut arrêter les sanctions, les décisions unilatérales, dont les sanctions unilatérales qui atteint les droits humains, notamment donc le droit au développement. Les sanctions vont contre le droit au développement. Il est nécessaire d'avoir des accords sur les frontières. Il faut il faut arrêter, il faut éviter. Ils ont pas dit, de ne pas aller très loin, mais en tout cas, sur le fait qu'il faut avoir des infrastructures, conjointes entre les pays au niveau des frontières. Ils appellent à avoir un système de réassurance des BRICS pour le transport, transfrontalier. Particulièrement sur la Russie, ce n'est pas toute la déclaration des BRICS. La Russie, elle a dit, elle appelle à un système d'échange des BRICS sur les graines pour la nourriture et d'utiliser cela comme une base pour créer des nouveaux marchés et des nouvelles méthodes d'échange. Cela peut ensuite s'étendre à d'autres choses, sur des métaux, par exemple. Le président Lula du Brésil, qui a parlé à distance à cause de problèmes de santé, il a dit maintenant il est nécessaire d'aller de l'avant pour créer des nouveaux moyens de paiement, de transactions entre nos pays. Ce n'est pas une question de remplacer les monnaies, nos monnaies, mais nous devons travailler pour créer un nouveau système mondial multipolaire qui se reflète dans le système financier international. Cela doit être pris de manière sérieuse et avec précaution, mais cela ne peut pas ça ne peut plus être retardé. Il a dit que c'est une bonne chose, l'expansion de la Banque internationale de développement. Je veux remercier Jason pour ce sommet sur le terrain. Nous l'aurons plus tard dans la période de questions-réponses. Et il va faire différentes interviews par la suite dans les jours qui viennent. Et donc ce qu'il a amené, vraiment, cela démontre qu'il y a un processus de dialogue qui est très important. Et je pense que cela me rend vraiment heureux de voir cette dynamique. Merci, Jason Ross. Nous allons avoir plus par la suite. Maintenant, c'est le professeur Steve Starr qui va parler. C'est un professeur à l'université du Missouri. C'est un expert nucléaire. Il a été de nombreuses fois avec nous pour nous terrifier sur la vérité. Merci beaucoup de nous rejoindre, professeur Steve Starr. Je sais que vous avez des diaporamas à nous montrer. Voilà, c'est à vous. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je pensais qu'il serait intéressant aujourd'hui de focaliser sur la guerre en expansion au Moyen-Orient. Tous les signes indiquent que les États-Unis consolident leurs forces dans la région en vue d'une attaque contre l'Iran. Donc, dans l'attaque la plus récente, c'était une riposte pour une attaque israélienne. Et l'Iran avait lancé plus d'une centaine de missiles. Je vous montrerai ceci il y avait au moins 32 missiles qui ont frappé des cibles israéliennes et à la base aérienne que je montre ici, le radar a été frappé. On voit que les missiles frappent
par terre. Donc, le système du dôme de fer n'avait pas fonctionné ici. Comme les Iraniens ont réussi à détruire ces systèmes de radar, les États-Unis ont répondu en envoyant un système de radar sophistiqué, très sophistiqué, et des troupes censées l'opérer, le faire fonctionner. Ce système ne comporte que 48 missiles, donc ça ne peut pas détruire les centaines de missiles que l'Iran pourrait lancer contre Israël. En 2016, l'Iran a obtenu un système sophistiqué de la part de la Russie, plus capable. Et la Russie a envoyé aussi des missiles Iskander, ainsi qu'un système de guerre électronique à longue portée qui est capable de supprimer des satellites, des navigations par satellite et des communications par satellite à partir de plus de 5000 kilomètres. Donc, la Russie a peut-être aussi fourni à l'Iran ses avions de combat Su-35. Comme je l'ai mentionné, l'Iran dispose déjà de S-300, de ce système de défense aérienne, et il est capable de frapper même des missiles balistiques qui arrivent au-dessus de l'atmosphère. C'est mieux que tout ce dont les États-Unis disposent actuellement. Donc, nous aurons des troupes américaines et russes en face les unes des autres dans le pire des cas. Lorsque le colonel Wilkerson a répondu à ce que on lui a demandé si Israël attaquerait l'Iran de manière significative et quelle serait la réponse. Je pense que Netanyahu est suffisamment intelligent qu'il riposterait à cette attaque iranienne, que ce serait des attaques des cibles militaires. Donc, ils vont cibler probablement ces cibles-là, mais il va plutôt baser la riposte sur la riposte que ferait l'Iran à cette attaque-là, parce qu'il sait que les États-Unis réagiront à ce moment-là. Donc, l'attaque dont parle le colonel Wilkerson est similaire à ce que Scott Ritter a dit aussi, que du fait qu'Israël essaie de lancer des attaques de manière à arriver à rapprocher plus des cibles iraniennes. Et s'il ne frappe que des cibles militaires et pas l'infrastructure iranienne ou les installations nucléaires, alors il n'y aura pas de riposte très importante de l'Iran. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec cela. Alors, s'il y a une attaque qui réussit contre l'Iran, quelle serait alors la réaction ultérieure de l'Iran? Alors, Scott Ritter répond que l'Iran réagira tout de suite en détruisant toutes les cibles en Israël possibles.
avec un millier de missiles. C'est donc une prévision assez sérieuse. Je ne sais pas si cela arrivera, personne ne le sait, mais on sait que l'Iran dispose de plus de 3000 missiles à longue portée. Et on voit ici le diamètre possible dans lequel peuvent frapper les missiles. L'Iran dispose aussi de missiles hypersoniques, comme on a vu dans la première vidéo du 1er octobre. Ils volent à 15 000 à 17 000 kilomètres par heure. C'est très difficile de les descendre. En plus, il y a énormément de différences de taille entre Israël et l'Iran, comme vous le voyez ici sur la carte. En termes de population, de territoire, il y a 20 000 kilomètres carrés contre 1,6 million de kilomètres carrés pour l'Iran. Et vous voyez ici la différence de population également. En Israël, il y a 3 zones urbaines principales, Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem. Après, la taille des villes descend très rapidement, comme vous le voyez ici sur la liste. Ce sont ces zones-là qui seraient ciblées. Alors, il faut discuter de si l'Iran dispose d'armes nucléaires ou pas. On n'en a pas parlé depuis un certain temps dans les discussions. Le colonel Wilkerson l'a soulevé. Il dit, si Israël bombarde les installations nucléaires en Iran, l'Iran réagirait tout de suite et serait en mesure de construire des bombes nucléaires en moins d'1 an. Alors, Steve Starr dit que l'Iran est déjà un État nucléaire virtuel, pratiquement, parce qu'il peut rapidement rassembler des armes nucléaires, 5 ou 6 d'entre eux, en enrichissant l'uranium dont il dispose déjà à 60%. 60% suffirait en fait pour construire une bombe, mais il vaut mieux que ce soit à 90%. L'uranium hautement enrichi sert surtout à fabriquer des bombes à plutonium. Et des inspecteurs de l'ONU ont trouvé en Iran des traces de cet uranium enrichi en 2023. Donc, il est un peu supposé que l'Iran a quand même suffisamment d'uranium enrichi pour faire 5 à 6 ogives nucléaires et armer des missiles hypersoniques de ces bombes. Ici, on voit même sur Wikipédia le schéma d'un missile qui s'appelle Little Boy, qui est une bombe assez rudimentaire. Et même ces missiles ont suffi à bombarder Hiroshima. On voit ici les installations nucléaires de l'Iran. On voit Natanz et Fordo, qui sont les 2 principales installations qui sont bâties dans une montagne. Alors, Scott Ritter connaît bien la situation là. Et Israël, dit-il, ne dispose pas forcément de l'arme nécessaire pour les détruire sans avoir recours au nucléaire. Alors, combien d'armes nucléaires dispose Israël? On dit que c'est 90 armes nucléaires. Je pense que c'est un peu comme estimation.
Même la France et la Grande-Bretagne en ont beaucoup plus. En 1986, un technicien qui s'appelle Mordecai Vanunu d'Israël qui a révélé qu'Israël disposait de 100 à 200 armes à fission avancées, y compris des armes thermonucléaires. Et ce technicien a été enlevé par le Mossad et il a passé 18 ans en prison pour avoir dévoilé cela. Alors, Israël dispose de 5 sous-marins diesel Dauphin, chacun pouvant transporter 16 missiles de croisière, capables de transporter des ogives nucléaires. Si ces sous-marins entrent dans le golfe Persique, ils seraient en mesure de frapper Natanz ou Fordo. Et si Israël veut déployer l'arme nucléaire, je pense que ce serait par ce biais. Si c'est le cas, je pense qu'il y aura une escalade très, très rapidement. Et en cas d'escalade vers une guerre nucléaire, en 5 à 15 minutes, et un vent et un incendie qui détruit tout aux alentours. J'ai inclus cette photo parce que c'est important de ne pas oublier les effets de la bombe nucléaire. S'il y a effectivement ce genre d'orage de feu, il y aurait un énorme nuage de fumée qui empêcherait le soleil de pénétrer complètement et la Terre connaîtrait des températures en dessous du point de gel pendant de longues années. Il n'y a aucun but politique ou national qui vaudrait la peine d'obtenir au risque de détruire la plupart de la vie animale sur Terre. On en parle très peu, en fait, au niveau politique le plus élevé, mais je pense que c'est très important dans la discussion ici avec l'Institut Schiller d'alerter les gens à ces dangers. Merci beaucoup pour votre attention. Pour ajouter à ce que vous avez dit, l'Iran est un membre des BRICS. C'est important de noter cela, vu le dialogue qui a cours actuellement. La Russie et la Chine ont beaucoup d'intérêt en Iran, y compris le pétrole qui arrive par le canal de Suez pour la Chine. Et si les États-Unis sont assez sots pour attaquer l'Iran et pour entrer en guerre, il y aura bien sûr une réponse de la part de ces deux pays-là. Merci beaucoup, professeur Starr. Maintenant, nous aurons un suivi avec Monsieur Glenn Deason, une déclaration. C'est un professeur, un auteur de livres. Il écrit, ou il est l'hôte sur la radio de Duran. Il a voulu nous envoyer ce message pour aujourd'hui. Je pense que le développement au sein des BRICS est une initiative importante pour surmonter le cycle de guerre dans lequel nous sommes piégés. Le système que nous avons créé après la guerre froide, il faut considérer son intention et ses effets, parce que je pense que l'intention était d'obtenir une hégémonie uniforme pour les États-Unis et leurs alliés, qui réduisent la concurrence au niveau international
et qui améliore la concurrence. Mais ce système n'a pas marché parce que si on veut maintenir un système unipolaire ou unilatéral, il faut surtout avoir recours à la tactique de diviser pour régner. Et c'est pour cela que ce système unipolaire dépend d'alliances et de contre-alliances. Parce que dans cette logique, il faut avoir des régions qui sont avec vous ou contre vous. Il faut avoir des États qui sont dominants et les autres qui sont soumis. Et nous le voyons aussi en Europe, où une architecture de sécurité pan-européenne après la guerre a été sabotée par l'expansion de l'OTAN et la création des différents conflits. L'Europe est donc devenue de plus en plus dépendante des États-Unis, y compris du point de vue politique et économique. La Russie s'est fait endiguer et on voit des tentatives pour endiguer la Chine. Au Moyen-Orient, on voit les divisions entre les Arabes et l'Iran, par exemple. Tout cela est une nécessité pour préserver un système impérial, parce que tant que ce conflit perdure, les pays arabes dépendront des États-Unis et l'Iran sera ainsi contenu, endigué. C'est pour ça que les États-Unis se sont inquiétés de voir les efforts de la Chine pour négocier une paix entre l'Iran, les Émirats arabes, etc. Donc, les BRICS, par contre, ce n'est pas un bloc rival. Les BRICS ne sont pas une alliance, ce n'est pas un bloc, c'est un système multipolaire, c'est un bloc, on peut dire, ou pas un bloc, mais une organisation anti-hégémonique, une institution contre l'hégémonie. Ce n'est pas par définition anti-américain, c'est important, parce que si les États-Unis veulent s'y joindre à l'avenir, ce sera possible. Et les États-Unis seraient alors l'un des multiples centres de pouvoir. Ça ne perturberait des structures supranationales destinées à maintenir l'hégémonie ou la domination d'une seule puissance. À l'Ouest, avant tout, nous devrions le voir comme une bonne occasion, comme une opportunité. Alors, ici, l'institution croit que ce qu'il nous faut, c'est un nouveau paradigme. C'est le point de vue de l'institution. Il faut se débarrasser de cette idée que les États-Unis doivent maintenir le pouvoir unilatéral. Parce que le maintenir, ça peut mener très rapidement à la guerre nucléaire, au déploiement d'armes nucléaires. Deuxièmement, nous pensons que pour empêcher une guerre nucléaire, il faut créer une nouvelle architecture de sécurité et de développement. C'est la propension naturelle de la plupart des gens, y compris des enfants, de vouloir apprendre, d'explorer, d'essayer de nouvelles choses. Et si on peut, cela ferait superflu l'hégémonie. Je suis tout à fait d'accord, répond Monsieur Deason, et c'est ce que les États-Unis avaient originellement pour intention.
l'idée qu'il faut avoir une souveraineté politique pour avoir une souveraineté économique. Il faut avoir une bonne base de manufacture, il faut une connectivité de transport, de route, etc. Il faut un système bancaire aussi. Mais après, on a vu que c'était devenu un instrument pour, à l'époque, pour les États-Unis, c'était un instrument pour garantir leur indépendance par rapport au système britannique, au système impérial, par rapport aux Britanniques qui voulaient dominer les mers du monde, qui voulaient dominer le monde bancaire, le commerce, etc. Donc, il faut, je pense aussi, penser plus largement au genre de système international que nous voulons et qui est possible. Parce que l'unipolarité est déjà partie. On ne peut pas le faire revivre. Ça ne peut que mener à la guerre. Mais comment voyez-vous cette escalade vers la guerre nucléaire? Eh bien, je pense que c'est la dernière étape sur l'échelle de l'escalade. Les Russes ne veulent pas d'une guerre nucléaire, mais il faut être honnête par rapport à la position dans laquelle nous avons mis la Russie. L'Ouest a mené une escalade graduelle de la guerre en Ukraine en partant du point de vue que les Ukrainiens seraient utilisés pour sédier la Russie. Maintenant, ce sont les Russes qui gagnent. Et à chaque fois que les Russes avancent, il y a une escalade de la part de l'OTAN avec les armes à longue portée, etc. C'était l'argument de Joe Biden qui, en 2022, qui disait que si on envoie des F-16 à l'Ukraine, ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Eh bien, entre-temps, les F-16 ont été envoyés et ainsi de suite. Et avec cette escalade, nous mettons la Russie devant un dilemme parce que la Russie sera obligée de riposter. Donc, voilà le dilemme devant lequel la Russie se retrouve. Est-ce qu'il y aura des représailles ou est-ce qu'on va renoncer à l'escalade? Et je pense que c'est pour cela que les Russes réfléchissent à nouveau. La Russie, à ce point-ci, à ce stade, n'utilisera pas l'arme nucléaire parce qu'il y a d'autres options. Mais une fois qu'on arrive en haut, tout en haut de l'échelle de l'escalade, la Russie devra y réfléchir. Donc déjà, la Russie peut commencer par faire des essais d'armes, des essais souterrains, peut faire des manœuvres sur mer. La Russie peut commencer à armer plus en avant l'Iran ou encore frapper des troupes occidentales se trouvant en Ukraine ou d'autres qui sont en Ukraine ou en Roumanie, ou encore frapper des installations, des dépôts d'armes dans ces autres pays, des centres de logistique. Et tout cela peut être fait avec des armes conventionnelles avant de passer à une arme nucléaire de faible portée. Merci, le professeur Glenn Deason. Je vais juste souligner l'importance de ce processus des BRICS et du dialogue. Je vais continuer ici.
Je vais remercier aussi tous ceux qui nous ont rejoints. Si vous voulez l'envoyer par stream à l'avenir, ou nous suivre sur d'autres plateformes, nous avons pu par ces moyens atteindre plus de 100 000 personnes. Maintenant, je vais demander à Olivia Zamora. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. C'est la directrice de l'Euro-Palestine. Merci de nous avoir rejoints. Oui, écoutez, moi je vais peut-être parler en français puisqu'il y a des traducteurs. Et je suis présidente d'une association militante en France qui s'appelle Euro-Palestine et comme son nom l'indique, qui défend les droits des Palestiniens. Nous existons depuis 22 ans, nous sommes donc basés en France et nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour défendre les droits des Palestiniens. Et quand je dis tous les moyens, ça veut dire aussi bien les manifestations, rassemblements, les actions de boycott contre les produits israéliens, mais aussi contre les firmes qui participent à la colonisation et au génocide actuel à Gaza. Je veux dire, nous avons aussi des actions en justice et je pense que ce soir, on m'a demandé plutôt de parler de notre action auprès de la CPI parce que nous pensons que ben, ce que fait Israël Israël ne pourrait pas faire ce qu'il fait s'il n'y avait pas, bien entendu, la collaboration de pays occidentaux et bien entendu en premier lieu les États-Unis, ça a été dit. If you want me to speak in English, if it's easier for you, you just tell me, okay? Can you hear me? So you have the translation now? So I can keep on in French, right? Okay. So, donc je disais que notre association militante qui défend les droits des Palestiniens, avec tous les moyens à notre disposition, aussi bien les rassemblements, manifestations que le boycott des produits israéliens et des firmes internationales qui participent à la colonisation et au massacre des Palestiniens. Nous utilisons aussi les voies judiciaires quand c'est possible. Et quand je dis les voies judiciaires, c'est aussi bien au niveau français, au niveau européen, où nous sommes allés par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme et nous avons remporté en 2020 le droit de boycotter pour l'ensemble des pays européens, c'est-à-dire que là où la France essayait de rendre le boycott des produits israéliens illégal et faisait croire que c'était le cas et condamnait des militants pour avoir participé à des actions de boycott, actions pacifiques, ne contenant aucun propos raciste, nous avons donc gagné un certain nombre de procès en France et le jour où il y en a un qui a été perdu par des militants qui ont pratiqué le boycott, nous sommes donc allés qui a été perdu, je dirais, au niveau de la plus haute juridiction française, nous sommes allés à la Cour européenne des droits de l'homme qui nous a donné raison, qui a condamné la France à verser 100 000 euros de dommages et intérêts aux militants qui avaient pratiqué le boycott dans un magasin Carrefour et boycott des produits, des oranges exportés par Israël. Et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un jugement valable pour l'ensemble des nations européennes, pas simplement celles qui font partie de l'Union européenne, mais je dis bien aussi bien la Russie que la Grande-Bretagne ou la Suisse qui ne font pas partie
de l'Union européenne sont sous désormais cette législation qui dit que le boycott des produits israéliens est parfaitement légitime, que s'il ne s'accompagne d'aucune violence et d'aucun propos raciste, on n'a pas le droit de l'empêcher, sinon on enfreint la liberté, le droit à la liberté d'expression. Et donc, de cette manière, je dirais que parfois, il est possible de faire céder le gouvernement. Lorsqu'il y a eu le début des bombardements à partir du 7-8 octobre 2023, de la même manière, la France a été, je crois, le seul pays européen à interdire pendant 3 semaines les manifestations, notamment dans la capitale et dans d'autres villes. Donc, nous avons fait quand même des manifestations, nous avons été réprimés, nous avons été arrêtés, mis en garde à vue. Parfois, certains ont eu des nombreuses amendes pour participation à des manifestations non autorisées. Et finalement, nous avons gagné un recours contre l'État. Il faut dire que la détermination militante faisait que ça devenait difficile pour l'État français de continuer à interdire les manifestations. Donc, je dirais que parfois, le recours à la justice peut présenter un intérêt. Là, en ce moment, nous avons une action en justice contre le gala israélien qui est prévu en France le 13 novembre avec la présence de Bezalel Smotrich. En plus, un gala qui est fait pour collecter de l'argent pour Israël et notamment pour les soldats israéliens. Et je disais tout à l'heure que je pense que Israël ne pourrait pas faire ce qu'il fait, même avec une clique hyper fasciste au gouvernement, s'il n'y avait pas la collaboration, non pas seulement des États-Unis, je dirais là c'est tellement énorme et tellement voyant, mais y compris des pays européens. Et je voudrais rappeler que l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est l'Europe. Et de la même manière, beaucoup d'Israéliens ont un deuxième passeport européen, aiment bien venir en Europe, et le rôle de la France n'est pas négligeable sur le plan européen. Or, le gouvernement français, depuis, je dirais, le début des massacres, n'a pas cessé d'encourager de toutes les manières le génocide israélien à Gaza. Et donc, nous avons déposé, donc ça ne s'appelle pas une plainte auprès de la CPI, le mot n'existe pas. Nous avons transmis un dossier de 27 pages à la Cour pénale internationale pour dénoncer l'attitude du président de la République française et du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre en montrant qu'il y avait complicité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide à Gaza. Alors, nous avons exposé dans ces 27 pages comment le gouvernement apportait ces encouragements et cette aide au génocide à la fois de manière sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur le plan moral. Je n'ai pas le temps de vous faire, bien entendu, donner le détail. Je l'ai envoyé à Odile Mejean, le détail des 27 pages. Donc, je vais simplement résumer en disant que la France a fourni et sans doute continue à fournir des armes à Israël. Nous avons eu des révélations à ce sujet qui n'ont pas été démenties par la France, qui a essayé de s'en sortir en disant que les composants électroniques envoyés en Israël pouvaient être à double usage et pas simplement militaires. Bon, bref, aujourd'hui, en ce moment, il y a l'annonce d'un salon en France qui s'appelle Euronaval, qui est un salon de l'armement donc par la mer, par les eaux, et qui accueille 7 sociétés israéliennes. Voilà, alors au début, Macron a dit non, non, pas les sociétés israéliennes. Netanyahou a fait les gros yeux, a dit mais ça c'est antisémite,
et Macron a tout de suite capitulé et a dit d'accord, les sociétés israéliennes peuvent venir. Et je dirais que sur le plan militaire, la France représente le deuxième contingent de soldats étrangers dans l'armée israélienne. C'est-à-dire que la France autorise très exactement 4185 Français à servir dans l'armée israélienne, à y commettre des crimes et à revenir en France en toute impunité, en reprenant, je dirais, en retrouvant tous les privilèges qu'ils veulent avoir. Et bien entendu, si on part, par exemple, se battre en Syrie, vous serez mis en prison si vous revenez en France. Donc la France a une convention avec Israël permettant aux Français qui ont éventuellement la double nationalité, ce qui n'est pas difficile à avoir, je dirais aux Juifs de France qui le souhaitent, on va le dire comme ça, d'aller commettre des crimes dans l'armée israélienne, ce qui est absolument énorme, parce que Macron pourrait dire non, là quand même, ça n'est pas possible, je ne vous donne pas cette autorisation. Macron la donne. D'autre part, nous avons donné de nombreux gages, d'une part, en continuant à exporter et à importer par rapport à Israël. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de chute des exportations de la France vers Israël. Nous n'avons pas demandé la suspension de l'accord économique euh, commercial avec Israël qui accorde des privilèges énormes puisque cet accord donne le droit à Israël d'exporter vers les pays européens, dont la France, des produits en étant dispensés de toute taxe douanière, ce qui est le privilège normalement de pays européens. Et qu'on sache, Israël n'est pas un pays européen. Et y compris les produits des colonies illégales peuvent rentrer en France dispensés de douane et sans le moindre contrôle. Sur le plan, je dirais, diplomatique, bon, c'est simple, notre ministre des Affaires étrangères a été en Israël, a discuté avec le ministre israélien des Affaires étrangères, bon, on n'a pas pris la moindre sanction, au contraire, au niveau diplomatique. Pas de rappel de notre ambassadeur et pas de renvoi de l'ambassadeur israélien en France. Mais on a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous avons exclu la Russie et la Biélorussie des Jeux olympiques en raison de leur invasion de l'Ukraine. C'est présenté donc comme ça. En revanche, nous avons non seulement accueilli aux Jeux olympiques qui viennent de se terminer les équipes israéliennes, mais nous avons accueilli le président israélien à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Nous l'avons reçu à l'Élysée, nous l'avons assis entre Macron et la maire de Paris à la cérémonie d'ouverture. Nous avons accueilli en France, pendant le génocide également, le président du Parlement israélien Amir Ohanon. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini puisque nous avons le 14 novembre qui vient, c'est-à-dire dans très peu de semaines, dans moins de 3 semaines, nous avons un match France-Israël, un match de football au Stade de France à Paris. En tout cas, c'est programmé là où, je dirais, la Belgique, par exemple, l'a refusé et où d'autres pays se sont débrouillés pour que ça se passe dans d'autres pays ou à huis clos. Donc nous, et je vous ai parlé tout à l'heure de ce gala au profit des soldats israéliens qui va avoir lieu la veille, le 13 novembre, avec la présence annoncée de Smotrich, qui est pas simplement, je dirais, un fasciste, pas simplement un terroriste, pas simplement quelqu'un qui encourage le fait de massacrer des populations civiles à Gaza, mais c'est celui qui est le plus en pointe dans la colonisation de ce qui reste de territoire palestinien en Cisjordanie. Donc voilà, je dirais que nous avons déposé cette plainte auprès du bureau du procureur général de la CPI.
Nous voyons bien que pour le moment, ce procureur a lancé des mandats d'arrêt, 2 mandats d'arrêt contre Netanyahou et contre le ministre de la Défense, Yoav Gallant, mais qu'il y a des freins terribles, que les 3 juges n'ont pas lancé ces mandats d'arrêt, qu'il y a des pressions énormes qui s'exerce sur cette Cour pénale internationale et on ne pense pas, si vous voulez, que demain matin, Monsieur Emmanuel Macron, le président français de la République, va se retrouver avec les menottes. Mais je dirais qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser cette voie également parce que elle est recevable, parce que ces chefs d'État jouent un rôle extrêmement important dans le déroulement du génocide, dans la possibilité qu'il puisse durer aussi longtemps et dans sa gravité. C'est-à-dire que ce qui est très très grave, c'est que non seulement ils collaborent à ce génocide, mais ils le font en connaissance de cause. Quand je dis en connaissance de cause, ce que nous montrons et ce que nous démontrons dans notre rapport, c'est pas seulement en connaissance de cause des faits, c'est-à-dire des crimes qui sont commis, qui ont quand même été relevés par la Cour internationale de justice, par la CPI, par l'ONU, par l'UNICEF, l'OMS et tous les organismes qu'on veut, mais en connaissance des intentions génocidaires de ceux qui commettent ce génocide. C'est-à-dire que les Israéliens, dès le début, se sont pas du tout cachés du fait qu'ils avaient l'intention de massacrer des populations civiles, de raser Gaza, comme ils l'ont dit, de faire en sorte que Gaza ne revienne jamais à la situation où elle était, et y compris accompagné de considérations bibliques. Et donc, on fait connaître leurs intentions, les uns et les autres. Les dirigeants israéliens ont fait de la surenchère au niveau de ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils ne l'ont pas appelé génocide, ils n'aiment pas le mot, mais ce qu'ils ont expliqué, c'était que c'était des animaux. Ils ont expliqué qu'il n'y avait pas de civils à Gaza, puisque ce sont en fait des gens qui sont d'accord et qui collaborent avec le Hamas et qui leur servent de bouclier humain. Donc voilà, on peut trouver dans les ours en peluche des enfants, des armes, du Hamas, etc., etc. Donc ils ont bien expliqué, et pas seulement maintenant, ou je dirais avec ce qui se passe dans le nord de Gaza, où il y a 300 à 400 000 personnes qui sont bombardées, affamées, exécutées. On leur demande de sortir du nord de Gaza et y compris quand ils le font, on leur tire dessus et on sait aussi que la population qui est massacrée est en majorité composée de femmes et d'enfants. Donc nous avons exposé tout ça et ça ne nous empêche pas de, je dirais, avoir des actions, bien entendu, sur le terrain. Bien. Ok, juste dire que nous continuons des actions et nous allons, je dirais, entreprendre davantage d'actions de désobéissance civile parce que les manifestations déclarées ne suffisent plus vu la gravité, le caractère catastrophique de ce qui se passe à Gaza et notre rôle qui est extrêmement difficile, c'est de faire en sorte que plus de gens dans la population française qui aujourd'hui sont intimidés par le chantage à l'antisémitisme, qui ont peur aussi parce qu'ils sont musulmans et qu'il y a une islamophobie en France qui fait que c'est déjà extrêmement réprimé le fait simple d'être musulman. Alors d'être musulman qui fait des actions pour la Palestine, c'est encore plus difficile. Donc voilà, c'est notre objectif et malheureusement, je ne sais pas ce que ça donnera, mais notre objectif, c'est une mobilisation plus large, en tout cas dans notre pays. Merci, merci Olivia.
Merci beaucoup pour ce que vous faites avec votre organisation en Europe. Nous avons donc d'autres intervenants. Nous pouvons ensuite revenir dans la période de questions-réponses pour continuer la discussion. Nous avons maintenant l'intervenant suivant qui qui va parler maintenant, c'est le docteur Gershon Baskin, négociateur israélien des otages et membre de l'initiative de Genève. Il fait partie du groupe qui a parlé récemment au pape. Nous allons maintenant l'entendre. Tout d'abord, en l'absence de tout espoir dans cette région entre Israël et la Palestine, j'ai approché le président Olmert et je lui ai demandé s'il voulait travailler vers une nouvelle action pour les négociations, dans le sens de ce qu'il avait fait dans le passé, à l'époque où il avait accepté des offres du président palestinien. Ils étaient prêts avec Mahmoud Abbas à des propositions de paix. Et donc ensuite, il avait dû rémissionner et il n'avait pas pu mener ces négociations complètement. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour continuer, pour faire des actions. Et il faut voir qu'il y a des négociations palestiniennes, des demandes palestiniennes qui sont légitimes. Et il y a quelqu'un aussi qui a été ambassadeur de la Palestine, de l'autorité palestinienne. Il a été ministre. Il est le neveu de Yasser Arafat. Et donc, il est dans une famille importante en Palestine. Et aussi, il a fait partie d'une liste qui était soutenue par Marwan Barbousti, qui est une figure palestinienne des plus populaires et qui est en prison aujourd'hui depuis longtemps pour être un leader de ce mouvement. Donc ces élections, malheureusement, n'ont jamais eu lieu. J'ai approché Nasser et il a dit oui. Et mon collègue palestinien a conduit des négociations entre Olmert et le docteur. Et donc ensuite, il y a eu quelques mois avec qu'on arrive à un texte sur lequel ils soient tous les deux d'accord. Et ensuite, il y avait la question de quoi faire pour lancer ce texte. Et bien sûr, cela doit être lancé et à cause de la continuation de la guerre et le manque de confiance entre les deux parties, nous avons décidé de le lancer au niveau international. Donc, nous avons donc lancé cela. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, Olmert et Koudoua et sont en train de rencontrer le président Macron à l'Élysée à Paris. Et je, et je ne suis pas avec eux parce que j'ai un autre voyage. Nous étions en Allemagne, nous avons rencontré des ministres, nous avons été en Espagne, nous avons rencontré aussi le gouvernement et nous avons fait en sorte qu'ils puissent écrire donc un texte que nous avons traduit en 15 langues. Donc, c'est rencontré dans de nombreux journaux majeurs dans le monde. Ça a été publié, appelant à la fin de la guerre à Gaza. C'est extrêmement important, même si les deux hommes ne sont pas au pouvoir actuellement. Il n'y a personne dans la région qui parle de paix. Il n'y a personne dans la paix qui parle sérieusement de la solution à deux États. La solution à deux États est de retour sur la table et de retour au niveau international, étant donné la guerre à Gaza et sur la nécessité de cette région d'aller dans une situation totalement différente. Nous espérons que ces deux hommes qui ont un message inspirant, qui ont rencontré le pape, nous, ils, ils ont amené un espoir et c'était un espoir aussi de rencontrer le pape, de voir ce qu'il avait à dire. Il a dit qu'il allait lire le texte attentivement et nous savons qu'il va répondre avec un grand soutien. Et c'est très important pour nous parce que Nasser Al-Kidwa et Ehud Olmert ont, ont parlé de Jérusalem et cela n'a jamais été amené auparavant. C'est, c'est un lieu, c'est un lieu très, très petit où il y a tous ces sites religieux. Et donc, ce serait l'idée d'avoir 5 pays qui prendrait la responsabilité de, ce- de, de tous ces lieux et qu'il faut un statu quo et que tout le monde qu'il puisse garder ces lieux de prière, que tous les gens de toute religion puissent toujours accéder à Jérusalem, que Jérusalem devrait avoir un statut spécial.
Et donc, c'est assez remarquable que nous avons pu faire tout ça. Gérald Belski dit oui, c'est très important, mais je suggère que dans notre dernière rencontre de la Coalition internationale pour la paix, les initiateurs de la coalition, l'initiatrice de la coalition, Elgezep Larouche, a parlé à Moshi Raz que, alors que oui, c'est très important ce que vous faites, c'est très important d'amener la paix au milieu de cette escalade folle de guerre. Elle a pensé que cela permettrait seulement de réussir si cela faisait partie d'une d'une dynamique de paix plus globale. Elle pense que cela doit faire partie d'un nouveau paradigme de coopération pour le bien commun de toutes les nations. Nous avons besoin d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Et dans ce contexte, au niveau international, l'Institut Schiller a promu l'idée d'incorporer un plan de paix pour une solution à deux États comme étant partie notamment le plan Oasis pour le développement économique. Avec comment est-ce qu'on peut avoir deux États s'ils n'ont pas les bases pour le développement économique? Cela veut dire l'eau, l'électricité, et c'est un grand projet, mais cela peut être mis en place seulement si le genre de changements qui ont été discutés maintenant à la rencontre des BRICS à Kazan, en Russie, sont mis en place et aussi sont compris en Occident, disant nous devons coopérer avec les BRICS au lieu d'essayer de détruire les BRICS. Et le plan que vous proposez peut fonctionner seulement dans un paradigme différent et nous devons maintenir un monde unipolaire. Ils pensent ils veulent avoir un monde unipolaire et ils sont prêts à avoir un monde de chaos pour empêcher cette nouvelle dynamique des BRICS. Et nous voulons que ce plan, comme faisant partie de ce nouveau plan, cette nouvelle architecture de sécurité, et que ce soit vu comme une chose commune. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, Gershon Baskin dit, je pense que nous avons nous avons vu des surprises dans cette guerre qui dure depuis plus d'un an. C'est l'émergence d'une alliance régionale de défense où des pays qui sont autour d'Israël, qui n'ont même pas de relation avec Israël, ont défendu Israël trois fois quand ils ont été attaqués par des missiles venus d'Iran. C'est un développement assez intéressant. Nous avons parlé d'un processus de paix régionales et pour les tendre aussi dans une perspective globale, ça le rend encore plus fort. Nous devons parler d'une architecture régionale de stabilité, de développement économique et faire face au changement climatique et toutes les choses qui nécessitent des coopérations entre les pays de manière rapprochée. Il ne peut pas y avoir de processus de paix bilatéral entre la Palestine et l'Israël s'il n'y a pas un accord entre aussi les pays voisins et les pays du monde entier. Il faut impliquer le plus possible de parties possibles. Nous pensons que ça ne peut pas être une nouvelle Pax Americana, le processus de paix américain qui a échoué depuis longtemps. Et donc, il y a de moins en moins de confiance dans la capacité américaine de négocier un processus de paix. Et c'est indicatif du fait que dans le premier meeting avec les leaders, quand nous avons exposé le plan Olmert El Kipa, nous, ici dans la région, en Europe et aux États-Unis, il est certain que l'article qu'ils ont écrit ensemble a été traduit dans 15 langues différentes, incluant en russe, en chinois, en japonais, en arabe, bien sûr, en hébreu, en arabe, bien sûr, en hébreu, en français, en espagnol, en portugais. Cela a été publié dans des journaux au Brésil, aussi en Chine, au Japon, en Russie, en Ukraine, partout à travers le monde. Donc notre approche, c'est global. Et je dirais que nous avons approché cette approche. Nos plus grandes inquiétudes, c'est que comment arrêter cette guerre donc entre Israël et Gaza, il faut qu'elle soit, et la Palestine, il faut qu'elle s'arrête. Il faut, il faut, il faut il faut un gouvernement technocratique légitime qui arrive à Gaza parce que d'avoir le Hamas qui continue à gouverner le Gaza, ce n'est pas viable. Et il y a 2 millions de personnes sans abri là-bas. Et donc, il y a vraiment des questions très importantes. Il faut ramener les otages à la maison et il faut que les Israéliens libèrent les prisonniers palestiniens.
c'est des choses importantes. Et donc, je pense fortement que la guerre à Gaza, la guerre au Liban également, doit il faut résoudre ça et nous devons passer plus généralement ensuite entre la situation globale. Gérald Belsky dit: Ce que je pense maintenant, c'est cette guerre au Moyen-Orient fait partie d'une guerre plus large entre l'Occident et le Sud global contre la Russie et la Chine et nous avons averti du danger et maintenant c'est sûr que cet danger peut aller vers une guerre nucléaire. Et les BRICS ont promu l'idée de la paix par le développement, un nouvel ordre de sécurité. Bien sûr, il y a ce processus de paix qui se développe, qui doit se développer en accord avec cette approche des BRICS. Berchen Baskin répond: depuis le début de la guerre, j'ai dit il faut amener la Chine dans les processus de paix de Gaza. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde, les Palestiniens comme les Israéliens, les Américains aussi. La coopération sino-américaine pourrait commencer à Gaza et pourrait avoir un impact plus largement sur les relations plus largement entre les États-Unis et la Chine les relations entre les États-Unis et la Russie est mauvaise, bien sûr, et ce qui se passe en Ukraine. Je soutiens totalement le une implication plus large des pays des BRICS et je suis heureux qu'il y ait une délégation palestinienne au meeting des BRICS. Les Palestiniens ont leur leadership qui doivent là, je n'ai pas compris la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour ce rapport. En termes, c'est très important pour le dialogue que nous avons ici. C'est très important pour la paix dans la région. Nous sommes très honorés d'avoir l'ambassadeur Abdullah Al-Sawash. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous, ambassadeur de Palestine à la République fédérale, auprès de la République fédérale du Nigeria. Merci beaucoup de nous rejoindre. Oui, c'est très important. Merci de l'invitation. C'est très important pour moi de parler au nom des Palestiniens dans cette situation. Mais avant de commencer, parce que j'ai perdu une partie de la discussion en raison de la connexion, mais c'est très important parfois. Et j'ai vu des problèmes au niveau de ce qui a été en 2000, je sais pas quand, ce n'est pas le président qui a annulé la visite. Il l'a gelé parce que à cause de la position israélienne au niveau de l'élection, c'est un message politique très important. Deuxièmement, quelqu'un a dit que personne dans la région ne parle de la paix ces jours-ci. Non, ce n'est pas vrai. On parle de la paix et de la solution à 2 États. Même Blinken, qui sont tout à fait complicites dans la guerre contre les Palestiniens. Il parle néanmoins de la solution à 2 États. Le président Abbas aussi, y compris devant les BRICS hier, il en a parlé. Donc,
On en parle. Mais ce n'est pas la discussion à faire et nous pouvons soulever d'autres aspects de ce qui se passe à Gaza. Je voudrais dire que nous, les Palestiniens, il y a depuis longtemps, depuis avant le mois d'octobre, cette guerre a été lancée par l'Empire britannique en 1967 avec la déclaration Balfour. Et à cette époque-là, la Grande-Bretagne n'avait pas le pouvoir de mandataire sur la Palestine. Il- mais en tant que c'était une histoire d'antisémitisme, parce que pour se débarrasser du peuple juif, ici, on a créé l'État d'Israël. Puis la guerre s'est poursuivie avec des gangs israéliens qui étaient soutenus complètement par la Grande-Bretagne à l'époque et ils ont mené des massacres du peuple palestinien. Vous le savez peut-être en partie, mais nous pouvons en parler plus. Et ils ont réussi même avant la déclaration de l'indépendance en 1948, ils ont réussi à expulser des milliers de Palestiniens. Malheureusement, ils ont expulsé 950 000 Palestiniens. Et on ne peut pas comparer cela avec la population américaine ou la population chinoise. C'était la majorité du peuple palestinien, même 60%, qui vivaient dans le désert. Et après, ils ont réussi à accaparer les 22% restants des terres. Beaucoup n'en parlent pas en Israël ou aux États-Unis qui ne veulent pas parler de cette occupation. Comme si la galaxie avait été créée à nouveau en octobre 2023. Tous les Palestiniens tués avant cela n'ont même pas été dans les nouvelles. On n'en parlait pas. Et jusqu'au 6 octobre, personne ne parlait des milliers, des dizaines de milliers de Palestiniens tués. Il a été possible de les tuer. C'est très difficile de le comprendre à cause de la connexion. Personne ne peut nier cela, mais on ne peut pas isoler. Personne de rationnel ne peut isoler, ne peut séparer cet attentat du contexte historique. Sinon, nous allons nager dans le courant extrémiste et sioniste. Et depuis le 7 octobre, tout ce qui se passe est justifié. 42 000 Palestiniens, la majorité, ont été tués même devant des caméras. 70% c'était des femmes et des enfants. Et on le justifiait parmi tous ceux qui soutiennent Israël.
Mais les Israéliens ne veulent parler du 7 octobre et rien de ce qui se passait par la suite. Tout d'abord, il y a l'aspect physique. Il y a des images, il y a des centaines de milliers de photos qui le montrent, qui documentent les massacres commis à Gaza. Et cela n'est pas possible sans la complicité totale des États-Unis. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut le dire haut et fort. C'était pour tuer le peuple palestinien. Si on devait l'appliquer à ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui n'ont pas perdu cette guerre, en fait, c'était les États-Unis et ils ont commencé un nouvel ordre économique et politique. Et ça continue encore aujourd'hui. Les BRICS, je pense que c'est un exemple important. Mais je pense que les États-Unis et d'autres pays occidentaux veulent maintenir leur domination sur le monde et c'est pour cela qu'ils soutiennent Israël et ils veulent créer un nouvel ordre encore. Et nous avons appris de l'histoire que cela ne peut se passer sans des massacres énormes au sens d'une grande guerre. Mais la guerre la plus dangereuse, c'est la guerre des médias. Le 7 octobre, nous savions qu'il y avait la Hamas qui ont pénétré en Israël. Ils ont tué beaucoup de soldats israéliens. On a vu cela parce qu'ils nous ont montré ces images. Les images ont été publiées. Mais ce qui se passe le 7 octobre, ce que disait le Premier ministre israélien sur les bébés décapités, nous n'avons pas vu ça. Des bébés, des enfants brûlés vifs, tout cela, on ne l'a jamais vu. Et nous, Palestiniens, nous appelons pour cela à une commission d'enquête là-dessus. Nous voulons une enquête sérieuse et honnête sur ce qui s'était passé et ce qui s'est passé après. Et il faut tenir pour responsable tous ceux qui y étaient impliqués. Mais les médias occidentaux répètent la propagande israélienne pour justifier les actions du gouvernement. Le gouvernement messianique actuel, McAllen, l'ancien directeur de Shin Bet et d'autres dirigeants israéliens, dirigeants militaires, les considèrent comme des terroristes. Et si on passe à une guerre religieuse, personne ne sera plus en sécurité. Personne ne sera en sécurité.
tant que ce gouvernement reste au pouvoir en Israël. Alors, je vous remercie encore une fois pour l'invitation et j'espère que nous aurons vraiment une réunion spéciale pour consacrée à ce sujet-là entre Israël et Palestine. Et nous devons être très justes. Beaucoup d'Israéliens qui soutiennent cette guerre ne devraient participer à ce dialogue, à cette réunion. Nous ne voulons pas être seuls Palestiniens à raconter notre version de l'histoire. Nous voulons discuter de tout cela et de ce qui s'est passé avant 1948. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de nous avoir présenté cela. Et je voulais demander à Madame Helga Tseplerouche si elle a quelque chose à ajouter avant que nous ouvrons la discussion. Moi aussi, j'aimerais remercier l'ambassadeur de ses propos. Il faut vraiment mettre cette question au centre parce que faute de résoudre ce problème, le potentiel que le monde arrive à sa fin à cause de cette crise. Ce danger est bel et bien là. À, à mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord, merci de me le dire. Je pense qu'il faut avoir tout simultanément, à la fois une commission d'enquête sur les crimes de guerre commis, mais il faut absolument le combiner à une vision de comment en sortir. S'il est vrai qu'il faut arrêter et enquêter sur les crimes de guerre, mais il faut aussi arrêter le cycle de violence, la logique de un œil pour œil. Sinon, le conflit va se poursuivre sans fin. Donc, il faut un cessez-le-feu immédiat, il faut une solution à 2 États, il faut un genre de plan Oasis, c'est-à-dire un plan de développement pour toute l'Asie du Sud-Ouest. Et il faut globalement une nouvelle architecture de sécurité et de développement dont le conflit ou le sort des Palestiniens et d'Israël sera un des aspects. Il faut y impliquer des organisations de paix arabes, bien sûr, mais aussi les organisations de par le monde. Il faut qu'ils mettent ce paquet de mesures sur la table de négociation. Merci de me dire ce que vous en pensez, mais je suis convaincue qu'il faut utiliser l'élan créé par les BRICS qui sont réunis. Ils représentent la majorité du monde. Les Chinois sont très importants, comme vous l'avez mentionné, et d'autres aussi. La Chine est clé pour la reconstruction de Gaza. On pourrait faire peut-être une conférence en Asie du Sud-Ouest. Il y a plusieurs pays qui pourraient en être l'hôte. Il y aurait les États dans le Golfe ou la Jordanie ou tout pays qui n'est pas directement impliqué dans le conflit, mais qui a tout à fait intérêt à voir émerger une solution. Ce serait possible d'organiser comme cela une conférence sur l'Asie du Sud-Ouest. Monsieur l'ambassadeur, si vous avez une réponse. Heureusement, j'ai servi aux Nations Unies pendant 8 ans
Donc, je suis économiste de profession et on disait souvent que la guerre avait un sens. Et un cessez-le-feu, cela veut dire qu'il y a 2 armées qui se battent, mais ce n'est pas le cas. Mais il faut appeler à la fin de la guerre d'Israël contre Gaza. Cette guerre n'est pas limitée à Gaza, même si je suis d'accord pour un cessez-le-feu à Gaza, mais il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il y a énormément de victimes palestiniennes et beaucoup de réfugiés, etc. Donc, il faut, si les mots ont un sens, il faut dire, quand on parle de cessez-le-feu, on suppose qu'il y a 2 armées qui se battent. Mais, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas les Palestiniens, c'est Israël et ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en guerre contre la Palestine parce qu'ils veulent maintenir leur ordre économique. Ce sont les États-Unis, mais les fanatiques israéliens le soutiennent pour leurs propres raisons. Et ils proclament leur cause. Comme ils disaient avant dans leur discours public, ils veulent finir le travail qu'avait commencé Ben Gurion. Mais je suis d'accord, il faut se faire entendre. Si nous croyons vraiment que personne n'est en sécurité tant que tous ne sont en sécurité, alors c'est le moment d'accepter que les Palestiniens de l'OLP nous sommes, selon nos écritures, nous sommes les propriétaires héréditaires de cette terre. On peut en discuter, bien sûr, mais nous acceptons néanmoins les accords qui avaient été conclus. Et nous avons accepté d'avoir notre État sur seulement 22% de ce territoire. Mais qui a tué le processus de paix? Ce n'est pas nous. Il y a 3 qui incitent à la guerre, à la violence. C'est Netanyahou, Smotrich, Ben-Gvir. C'est eux qui ont ragé contre le premier ministre Rabin, qui l'ont fait assassiner. Nous devons nous faire entendre pour dire à Israël et pour les États-Unis. Je peux dire qu'en 1956, vous connaissez l'histoire, Israël, la France et la Grande-Bretagne avaient lancé la guerre contre l'Égypte et Israël a réussi à diviser Gaza et le Sinaï. Et le président Eisenhower à l'époque a ordonné Ben Gurion à se retirer de la péninsule de Sinaï et de Gaza. Cela était possible. Donc, cela pourrait se passer pour nous épargner tous. Euh, Toutes ces questions la poursuite du conflit va nuire à tout le monde. Dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, nous ne pouvons en profiter.
Merci. Nous avons beaucoup de questions qui arrivent, donc nous allons passer à la discussion. Si vous êtes sur YouTube ou sur une autre plateforme et que vous voulez participer à la discussion, il faut enregistrer. Vous pouvez aller sur schillerinstitute.com. Vous trouverez le lien pour vous enregistrer et ensuite vous pouvez participer avec nous.